Les couples qui se séparent, ça arrive au retour des vacances, c'est vrai, certains couples sous pression, et puis ce qui est aussi sous pression sur le marché immobilier, ce sont les rendements locatifs. Ça vous plaît cette transition? Je savais pas comment faire. Donc les rendements locatifs sous pression, eux aussi. Faire de l'investissement locatif ne rapporte plus des 1000 et des 100, mais en diminuant la fiscalité, vous pouvez quand même vous y retrouver. Et on va vous dire justement comment la diminuer, cette fiscalité sur vos revenus locatifs. C'est une question que vous nous posez assez régulièrement. Pour nous répondre, Jean-Marc Le Prado vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous. Le président du cabinet Enola, Jean-Marc Laurent. D'abord, peut-être un état des lieux. Marie vient de nous faire l'état des lieux des divorces en France. Pour ce qui concerne les rendements locatifs en France, on en est où là? Est-ce que les rendements locatifs sont bel et bien en train de s'éroder? On peut dire qu'il s'érode très légèrement, mais finalement, je vois pas, moi, d'érosion aussi nette que ça sur les placements immobiliers. Il y a, en revanche, c'est très compliqué de trouver une moyenne de placements immobiliers parce que les spreads sont extrêmement importants entre les plus forts rendements sur des produits peu patrimoniaux, ou pas du tout patrimoniaux d'ailleurs, par exemple un entrepôt dans une grande banlieue d'une ville quelconque, et puis des placements extrêmement patrimoniaux. Donc pour fixer un ordre d'idée, on peut dire qu'on va trouver entre 2 et 4% sur des produits plutôt patrimoniaux et on va trouver entre 4 et 6-7% sur des produits immobiliers classiques qui le sont un petit peu moins. Ça peut même monter au-delà, un point important, le rendement d'un actif va dépendre de sa surface. Plus la surface du logement est élevée, moins le rendement est important. Le prix au mètre carré n'augmente pas à la même vitesse. Faut privilégier les petites surfaces pour le rendement. Si on veut du rendement, si on cherche du rendement. Ça va dépendre également de la patrimonialité. Pour illustrer le propos, un hôtel particulier sur l'île Saint-Louis va offrir un rendement qui va être extrêmement faible en contrepartie d'une patrimonialité extraordinaire. Et de la nature du produit, comme je le disais tout à l'heure. Si on est sur du logement, sur du commerce, sur de l'entrepôt, etc. Bon, en tout cas, tout le monde souhaite augmenter ses revenus locatifs et surtout payer moins d'impôts sur ses revenus locatifs. Comment on fait justement? Imaginons là, voilà, j'ai un studio, j'y loge un locataire et je veux payer moins d'impôts sur les revenus locatifs. Comment je fais? Alors, sans aller sur des extrêmes comme celui-là, la première idée qui peut venir à l'esprit, c'est de faire des travaux. Puisque si on fait des travaux dans un logement que l'on possède aujourd'hui, qui génère des revenus, alors petite chose, on ne paye pas des impôts sur ses loyers, on paye des impôts sur le revenu, c'est-à-dire sur le loyer diminué des charges, y compris des intérêts d'emprunt. Et donc sur ce revenu-là, on va payer de l'impôt. Si on est dans cette situation-là, faire des travaux dans un ou des logements que nous possédons peut être tout à fait pertinent. Mais il y a un niveau de travaux, non, à respecter pour ça, non? Alors non, il n'y a pas de notion de travaux. On n'est pas obligé de s'engager dans des travaux spectaculaires et pharaoniques. Si vous dépensez 250 € de travaux dans votre logement, vous déduirez 250 € de facture. Si vous faites 25 000 €, vous déduirez 25 000 €. C'est après le déficit en fait qui peut être généré qui va lui être plafonné. D'accord. Sans rentrer dans ces détails. J'insiste malgré tout sur un point extrêmement important puisque je le rencontre très régulièrement. Il ne faut pas faire des travaux pour le plaisir de faire des travaux et donc de diminuer sa fiscalité. On ne doit pas oublier que le coût des travaux génère une économie d'impôt, mais que cette économie d'impôt est inférieure au coût des travaux par construction. Elle n'est pas supérieure. Donc je vois parfois des investisseurs qui remettent leur appartement à neuf après chaque locataire, ce qui me semble pas être financièrement très malin. Ça coûte moins cher, mais ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc il faut que ça permette ou d'augmenter le loyer potentiellement, ou au moins de le maintenir. Et si je n'ai pas l'énergie de réaliser des travaux, quelle autre astuce pour diminuer l'impôt sur les revenus locatifs? Alors dans certains cas de figure, ça fonctionne pas toujours. Ça dépend surtout de ce qu'on veut faire ensuite en termes d'investissement. Mais l'option de passer en meublé peut être une option tout à fait intéressante. On a un bien qui est en location nue, donc qui, j'allais dire bénéficie, mais qui subit la fiscalité foncière qui est pas la plus agréable en France. On peut tout à fait imaginer de passer ce bien en location meublée, donc par définition de mettre des meubles, et de bénéficier ainsi d'une fiscalité qui va être plus agréable, ou ce qu'on appelle le micro-BIC, ou au réel simplifié. Mais attendez, je loue déjà et pas en meublé. J'ai un locataire, mais il loue pas en meublé. Je peux d'un seul coup décider de lui louer en meublé, en mettant des meubles, en lui imposant des meubles, et puis bam, d'un seul coup, ma fiscalité, parce que j'ai décidé, va s'améliorer. Ça serait bien, hein. Non, vous pouvez pas appeler votre locataire en lui disant je vais vous installer quelques meubles et on va signer un nouveau bail. Donc ça voilà un balai, une télévision. Il faut l'exclure a priori. En revanche, on peut attendre la sortie naturelle, le turnover naturel du locataire. Et lorsque le locataire est sorti, à ce moment-là, au lieu de le remettre en location nue, on met des meubles dedans et on le loue en meublé. Ça veut dire que sur la même année, je vais avoir une imposition en non meublé, et puis une fois que j'aurai meublé, en meublé, je vais avoir deux impositions différentes sur mes revenus locatifs. Oui, absolument. L'imposition classique en foncier jusqu'à la date de mise en location en meublé et ensuite la fiscalité BIC. Bon, alors BIC justement, c'est toujours la question aussi. Vous nous dites mieux vaut passer en meublé pour payer
moins d'impôts. Encore que, il y a 2 régimes possibles dans ce meublé. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre le BIC ou le régime réel? En fait, le calcul paraît souvent compliqué, mais il l'est pas tant que ça. Le fait de passer en micro-BIC, sous réserve qu'on y soit éligible, c'est-à-dire qu'on encaisse moins de 32 900 € de loyer dans l'année, sinon le problème ne se pose pas, mais il permet de bénéficier d'un abattement sur les loyers qu'on encaisse de 50%. Le calcul est extrêmement simple. On regarde d'un côté ce que représente 50% des loyers qu'on a encaissés, et de l'autre côté, le montant global des charges des charges réelles qu'on a payées, incluant l'amortissement. Un petit point un petit peu délicat à traiter, mais incluant cet amortissement. Le résultat est simple. Si la totalité des charges incluant l'amortissement et les intérêts d'emprunt sont supérieurs à 50%, il vaut mieux passer en réel. Si c'est inférieur à 50%, il vaut mieux passer en micro. Avec un point néanmoins important, il faut quand même réfléchir à ce qui va se passer en termes de travaux dans les années qui suivent, parce qu'il y a une option qui est durable quand on passe en micro. D'accord, mais là voilà, on a le mode d'emploi donc de ces différents régimes entre le réel et le micro BIC. Le plus simple pour payer moins d'impôts, c'est de gagner moins, non, de réduire le montant du loyer, comme ça je paierai moins d'impôts. Ouais, mais vous encaissez moins du coup. Ah bah justement, le rapport justement, il est comment? C'est une fausse bonne idée. Ouais, merci Guillaume. On pose toutes les questions. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez commun sur le marché. On voit des gens qui ne veulent pas pratiquer des loyers trop élevés, justement pour éviter de la fiscalité. Il est évident qu'en baissant son loyer, on va générer moins de revenus, donc moins d'impôts. Mais à nouveau, la mécanique est la même. C'est que le gain fiscal va être inférieur au différentiel de loyer. Donc c'est une fausse bonne idée. Moins on gagne d'argent, moins on paye d'impôts. Avec un autre risque, pardonnez-moi, qui arrive parfois, notamment quand on loue un ascendant ou un descendant, c'est d'être requalifié pour un loyer manifestement sous-évalué. Parce que le fisc pourrait venir vous chercher sur ce point-là. Ouais. Est-ce que mettre en location saisonnière, c'est pas plus intéressant que faire la location classique d'un point de vue fiscal? Location saisonnière, je pense par exemple à Airbnb, à Britel, etc. Ouais. Alors d'un point de vue fiscal, que la fiscalité sera la même que vous soyez en location meublée annuelle ou meublée saisonnière, touristique. En revanche, 2 choses. Il faut d'abord que votre produit s'y prête naturellement. Et puis ensuite, il faut avoir conscience également que transformer on peut pas faire de la location saisonnière comme on veut, particulièrement. Non, et puis il y a la vacance aussi, c'est pas pareil quand vous avez la garantie d'avoir un locataire et quand vous l'avez pas, parce que c'est ça qui est important. Et ce qui est bien d'ailleurs dans l'idée du meublé classique, c'est que vous avez quand même un turnover, une fluidité que vous n'avez pas sur le vide, mais en même temps vous avez quand même une occupation. C'est ça, on a le meilleur des 2 mondes en fait, à travers le meublé. Oui. Bon, on n'a pas évoqué le Pinel pour l'investissement locatif. Pourtant, il est fait pour ça, le Pinel, pour apporter une attractivité, un attrait fiscal et convaincre les investisseurs de revenir sur le marché. Pourquoi le Pinel, vous ne l'avez pas cité encore, parmi les différents outils pour réduire son impôt? Alors en effet, là on était dans le cas où en fait le cas d'un investisseur qui possède déjà des actifs immobiliers qui génèrent du revenu et qui ne souhaite pas faire d'investissement complémentaire. Donc là on a évoqué quelques pistes. Si en revanche on est dans une position de volonté ou de possibilité de faire de nouveaux investissements, le Pinel peut être tout à fait indiqué. Alors on ne va pas traiter l'excédent foncier avec du Pinel, mais je prends un exemple très simple. Vous payez 15 000 € d'impôts dans l'année, dont 4 000 ou 5 000 € issus liés à votre excédent foncier. Vous pouvez tout à fait envisager une opération immobilière dans le cadre de la loi Pinel qui va vous apporter une économie d'impôts. Alors on ne touchera pas à l'excédent foncier, on sera sur le revenu, mais le résultat sera très exactement le même. On peut tout à fait gommer l'équivalent de son impôt lié aux excédents fonciers par du Pinel. Et sur le Pinel, on a régulièrement des questions d'auditeurs sur notre site, bfmbusiness.com, qui nous demandent s'il y a une période plus propice pour acheter en Pinel et des périodes au contraire à éviter. Est-ce que la fin de l'année, par exemple, vers laquelle on penche maintenant, est-ce qu'il faut éviter les fins d'année pour acheter en Pinel parce qu'on risquerait d'acheter finalement des queues de programme? Les Pinel que personne n'a voulu auparavant dans l'année. Oui, les produits dont personne ne veut en fait restent très longtemps sur le marché. Ils sont pas spécifiquement, ils apparaissent très souvent en fin d'année, mais ils restent la plupart du temps très très longtemps sur le marché. Il faut dans tous les cas avoir à l'esprit que l'essentiel c'est le produit immobilier, c'est pas la fiscalité. Ouais. Qu'on soit en début, en fin ou en milieu d'année, on doit faire une analyse très détaillée sur le promoteur avec lequel on va décider de travailler, puisqu'il va nous livrer potentiellement dans 1 an ou 2, ce qui est évidemment un point important. Est-ce qu'on va avoir une demande locative? Quels vont être les loyers qu'on va pouvoir encaisser? Pas regarder le plafond Pinel, ou en tout cas pas seulement. Qu'est-ce que je vais encaisser comme loyer? Est-ce que je vais avoir de la demande locative? C'est la règle de base, quelle que soit la période de l'année. Ce Pinel est parti pour durer jusqu'à quand d'ailleurs, Marie? Il est parti pour durer là. On n'a pas de date limite. Il a été reconduit pour cette année, donc on verra. Après, je vous rappelle que l'année prochaine, il se passe quelque chose. Je pense à l'élection présidentielle. Après, est-ce qu'ils modifieront? Peut-être en mieux, je sais pas, mais après, voilà, on
on verra à quelle sauce on sera mangé, mais à chaque fois, de toute façon, on l'a renouvelé année après année. Donc, et il est urgent de le maintenir tel quel, voire de l'améliorer, mais voilà, d'aller dans le sens, de pousser dans le sens de ce dispositif Pinel qui est jusqu'ici un succès, Jean-Marc. C'est votre message là au candidat à la présidentielle, surtout ne revenez pas en arrière. Aucune ambiguïté. Enfin, le ministre du Logement qui remettra ça en cause, je pense, n'est pas né, parce que ça provoquerait l'effondrement complet du marché immobilier français à l'évidence en 3 secondes et demie. Donc je ne crois pas une demi-seconde que ça puisse être remis en cause. Après, ça peut être boosté. Voilà, boosté un peu plus, un peu moins. Mais finalement, quand on regarde bien les différences, on a beaucoup de lois différentes ces dernières années. Il n'y a pas des écarts extraordinairement. Dernière question, toujours pour aider nos auditeurs à réduire leurs impôts sur les revenus locatifs. C'est une question qui revient régulièrement. Il y a le Pinel, vous nous le disiez, il y a le meublé, par exemple, réaliser du déficit foncier également. On n'a pas évoqué les SCI. Pourtant, elles ont le vent en poupe en France. La SCI, ça peut aussi être un moyen de défiscaliser sur les revenus locatifs, la SCI. Alors, ça ne permettra pas de défiscaliser des revenus locatifs. En revanche, il y a un montage qui est assez malin à pratiquer, qui est de vendre le bien que vous possédez depuis de très longue date, sur lequel vous avez une réserve de plus-value extrêmement importante et peu fiscalisée, que vous pouvez non pas vendre à l'extérieur, mais vendre à une SCI que vous constituez, par exemple avec vos enfants. Ça, c'est un modèle qui est tout à fait pertinent, qui va permettre de se réendetter, donc de générer à nouveau des charges qui vont faire baisser la note fiscale de cette opération, tout en conservant un patrimoine qui est un patrimoine de qualité, donc pas nécessairement malin de le vendre à l'extérieur, tout en traitant une partie du problème de la transmission de patrimoine. Ça pourrait être oui, les SCI, c'est un sujet, c'est un univers tout seul, intéressant à traiter. Pour la transmission particulièrement intéressante. Absolument, pour la transmission de patrimoine à la ligne. On y reviendra, et on en parle assez souvent d'ailleurs aussi de cette thématique transmission d'intégral placement. Jean-Marc Le Prado, le président du cabinet Enola, c'était concret, pratique, et un thème qui vous intéresse toujours, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, comment réduire vos impôts aussi sur les revenus locatifs. Merci Jean-Marc d'être venu nous voir. Merci Marie Cœur de Roi qui nous fait vibrer jour après jour, qui nous fait vibrer la pierre, notre reine de l'immobilier jour après jour dans Intégral Placement. Salut Marie, on se retrouve à demain. Tout à l'heure à la mi-journée dans l'orage. Déjà à la mi-journée. Demain bien sûr.